Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03, merci de nous accompagner le matin. Vous le savez, vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous appeler au 0826 300 300, nous écouter et à vous abonner sur notre chaîne YouTube et je vous en remercie. Vous intervenez quand vous le voulez, évidemment, ici vous le savez, pendant mes 2 heures, là, de 10h30 à midi et demi, vous êtes chez vous et vous pouvez réagir à tous les sujets d'actualité. Bien, le jeudi, c'est jeudi politique. Tous les jeudis, nous recevons des députés pour, évidemment, débattre de l'actualité politique au sens large du mot. Ce matin, nous avons avec nous, par ordre alphabétique, Christine Arrigui, qui est députée Europe Écologie Les Verts de Haute-Garonne, membre de la NUPES ou la NUP, vous dites? Alors je dis NUPES parce que dans le sud-ouest, on prononce la fin. Voilà. Oui, vous avez raison, vous avez raison. Bien, Laure Lavalette, qui est députée du Var, porte-parole du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Nationale. Bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Et Charles Sitzenstuhl, qui est député... Je prononce toujours bien. Très bien. Bon, député Renaissance du Bas-Rhin, membre de la majorité, bonjour. Bonjour monsieur Bourdin. Merci d'être là tous les trois. Nous allons revenir sur l'actualité politique, évidemment sur l'intervention du président de la République hier soir, sur les sujets abordés par Emmanuel Macron, mais tout de suite, l'actualité, la dernière actualité, c'est l'utilisation du 49.3 par Elisabeth Borne pour faire passer le budget de financement de la sécurité sociale. Alors, j'ai vu une motion de censure déposée par le groupe LFI. Vous la voterez, cette motion de censure, Christine Alors, Arrigui? nous n'avons pas eu encore notre réunion de groupe pour décider ce que nous allions faire. En tout état de cause, ce que nous avons décidé, c'est de ne pas déposer de motion de censure, comme vous l'avez constaté. Et donc, pourquoi le groupe Europe Écologie Les Verts alors, le groupe écologiste, pourquoi nous n'avons pas déposé de motion de censure? Parce que nous considérons qu'il ne faut pas banaliser cette procédure. Et manifestement, le gouvernement, lui, banalise l'usage de 49.3 et nous souhaitons conserver à cet usage la solennité qu'il convient. Et à ce titre-là, nous n'avons pas déposé de motion de censure. Donc, vous n'êtes pas certaine de la voter, cette motion de censure? Eh bien, nous allons en discuter et nous verrons ce que nous ferons sur le sujet. Bien. Est-ce que le Rassemblement National va la voter? Non, mais je reviens sur ce que vient de dire ma chère collègue, c'est toute l'arnaque de la NUPES en fait. Vous êtes 1 quand ça vous arrange et 4 quand ça vous arrange moins. On voit bien l'arnaque électorale que c'est. Quant à nous, écoutez, on n'en a pas encore parlé en groupe. Effectivement, on se garde la liberté. Hein. Vous avez vu que nous étions un groupe libre et voilà. On n'a pas encore terminé nos réflexions. Pas au gré du vent, non, au gré de l'intérêt des Français, Jean-Jacques Bourdin, ce qui est très différent. Du vôtre? Non, de l'intérêt des Français. Vous savez, notre seule boussole. Non, mais La question est très pertinente, du vôtre. Oui, effectivement. Bon, alors, écoutez, nous verrons. Vous décidez quand, si vous votez bientôt, ou pas, bientôt, je vous promets, on vous tiendra au courant. Moi, j'ai pas de patience. On va avoir une réunion de groupe, évidemment, la question va se poser. Après, effectivement, c'est assez inaudible pour les Français, je pense. Tous ces 49.3, toutes ces motions, ça perd effectivement un peu de sa solennité. Le 49.3 rappelle un peu la brutalité avec laquelle Emmanuel Macron et son gouvernement gouvernent. Après l'émotion, je pense que si là, vous allez sur le trottoir et que vous demandez aux Français s'ils ont vraiment très bien compris la première partie du PLF et tout le PLFSS et l'émotion, je pense qu'on a un peu perdu les Français. Mais le 49.3 aussi, d'ailleurs, ça les intéresse peu. Hein, donc il faut essayer de recentrer le débat, évidemment. On va entrer dans le débat sur ce qu'a dit hier soir le président de la République et notamment les annonces faites. Bien, dans la majorité, que dit-on? 49.3, on explique comment? L'utilisation encore de ce 49.3. Il n'y a pas de suspense. Tout le monde sait depuis des semaines qu'on doit faire usage du 49.3 pour voter les différents budgets. Pourquoi? Parce qu'avant que nous ayons commencé l'examen des budgets, toutes les oppositions, je dis bien toutes, ont dit que de toute façon, elles ne voteraient pas les budgets. Budget de l'État et budget de la sécurité sociale. Donc à partir de ce moment-là, nous, notre responsabilité, du président de la République et de la majorité, c'est que la France est un budget. Et la Constitution offre des possibilités. Il y a l'article 49.3 qui a été utilisé à peu près 80 fois dans l'histoire de la Ve République. La première fois, 1959, par le général de Gaulle et Michel Debré, sur un projet de loi de finances. Donc, ce sont des outils qui sont à notre disposition. On les utilise et comme vous le dites, je pense que tout ça ne passionne pas trop nos concitoyens. Oui, moi, mes concitoyens, et je pense que ça va être le cas pour mes 2 collègues, même si on n'est pas du même parti, moi, mes concitoyens ne me parlent pas de 49.3. Ils me parlent d'inflation, de carburant,
de l'hiver, de l'Ukraine, voilà, c'est des sujets qui nous concernent. En fait, je pense qu'il faut expliquer aux Français, vous dites les oppositions ont dit au préalable qu'elles ne voteraient pas le budget, mais il faut expliquer aux Français que le budget, c'est la traduction chiffrée de choix politiques. Donc effectivement, les oppositions ne sont pas là, j'allais dire, pour soutenir les positions du gouvernement, puisque nous avons été élus sur des programmes très différents. Après, nous voulions débattre. Contrairement à la NUPES, on n'a pas voté la motion de rejet préalable. On n'en a pas déposé parce qu'il nous paraît important d'amender ce texte pour le rendre le moins imparfait possible. Et c'est le regret que j'ai, c'est que nous ayons à la fois amendé pour rien, parce que vous n'avez pas gardé des amendements qui étaient quand même fondamentaux, et que là, nous n'ayons pas pu continuer l'examen du PLFSS. Alors revenons sur le fait politique du début de la semaine, avec le Rassemblement national qui vote une motion de censure déposée par la NUPES, enfin par LFI précisément. Écoutez ce qu'en disait hier soir le président de la République. Ce qui me met en colère, c'est le cynisme et c'est le désordre. C'est ça ce qui s'est passé. C'est qu'ils ont prouvé une chose, ils n'ont pas de majorité. Mais ils ont surtout prouvé quoi? Qu'ils étaient prêts, socialistes, écologistes, communistes et LFI, à se mettre main dans la main avec le Rassemblement national. Alors qu'il y a la guerre en Europe, qu'il y a la crise, qu'il y a le désarroi de tant de familles et qu'il nous faut être aux côtés des Français. Voilà. Et qu'il ne faut être aux côtés des Français. Oui, alors la colère feinte du président de la République. C'est une colère feinte pour vous. Oui, tout à fait. C'est une colère feinte. Alors, elle est d'autant plus feinte que depuis le début, c'est-à-dire au mois de juillet, c'est bien la Renaissance et le parti de Emmanuel Macron qui a permis effectivement que des rassemblements nationaux soient vice-présidents de l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas absolument pas la NUPES. Et puis par ailleurs, sur une motion de censure que nous avons déposée, je voudrais y revenir. La motion de censure, c'est pour manifester effectivement notre désaccord sur l'usage du 49.3. C'est tout à fait habituel et normal dans le cadre des institutions de la Ve République. Et pour autant, nous avons débattu au sein des commissions, proposé des amendements, débattu au sein de l'Assemblée nationale, proposé des amendements qui, on le rappelle, aucun n'a été retenu par 49.3. Ça, j'ai bien compris. Mais est-ce que vous êtes prêt à vous allier pour faire tomber le gouvernement? Mais bien entendu que non. C'est ce qu'ils ont fait lundi, mais je ne comprends plus rien. Mais c'est ce qu'a fait la NUPES lundi. Ceux qui ne comprennent plus rien, effectivement, ce sont les électeurs et les électrices. Parce qu'en effet, on voit bien que le Rassemblement national a joué de la tactique politique. Moi, je serais électeur et électrice. C'est pas moi qui fais élire Emmanuel Macron, je vous rappelle. Excusez-moi, mais c'est assez drôle. National, je m'étonnerais que vous vous associez à un projet, à un programme qui parle d'accueil Emmanuel Macron. Qui parle de pouvoir d'achat, que vous n'avez pas voté, parce que vous n'avez pas voté à l'Assemblée nationale l'augmentation du SMIC, vous n'avez pas voté à l'Assemblée nationale l'ISF climatique, vous n'avez pas voté à l'Assemblée nationale tout un tas de dispositifs que nous avons proposés pour le bien-être et le mieux des Français, vous ne l'avez pas voté du tout. Et donc aujourd'hui, vous votez un texte. Vous votez un texte qui est... Non, vous n'êtes pas mis en cause. Vous devez assumer du débat, ce que vous avez fait. Et donc, vous avez voté un texte qui ne correspond absolument pas à ce pourquoi vos électeurs et vos électrices vous ont élu. Et donc, à ce titre-là, vous avez accepté. Vous avez légèrement modifié le texte. Absolument. Alors, c'est une fake news complète. Nous n'avons absolument pas... C'est ce que disent les socialistes. C'est ce que disent certains socialistes. C'est ce que disent les journaux. C'est ce que disent certains socialistes. C'est faux et archi faux. Nous l'avons démenti à plusieurs reprises. Nous n'avons absolument pas modifié notre texte. Ce texte, il a été écrit par si j'écoute Jean-Luc Mélenchon, pardon, mais j'ai lu son tweet. Jean-Luc Mélenchon n'est pas député. Jean-Luc Mélenchon n'est pas député. Et Jean-Luc Mélenchon n'était pas à la table de la discussion et de l'écriture de la motion que nous avons proposée. J'ai peur qu'on oublie, mais vous me faites rire, mon cher collègue, parce que c'est aussi Jean-Luc Mélenchon qui vous a fait élire. Donc excusez-moi, mais revenons un peu en arrière et parlons, si vous voulez bien, des élections présidentielles. C'est votre alliance, c'est les gens qui sont en face de cette table-là qui ont fait en sorte qu'Emmanuel Macron ait été élu. Et donc, vos leçons de morale, excusez-moi, ma chère collègue, mais je pense qu'il faudrait que vous les gardiez. Mais il ne faut pas mentir aux Français comme ça, parce que je vais vous expliquer quelque chose. Nous, notre seule éthique, c'est l'intérêt des Français. Effectivement, vous aviez une motion, vous avez déposé, et on a trouvé ça intéressant de la voter parce que, encore une fois, on avait envie de renverser ce gouvernement. Vous votez la motion de censure, mais vous ne votez pas vous êtes pour l'augmentation du SMIC, donc vous êtes pour l'augmentation des salaires, donc vous êtes
pour bien l'ISF alors, climatique. je voudrais donc juste vous êtes terminer. pour tous ces On est sujets. évidemment Attendez. pour Oui, l'augmentation Laure des salaires et on est beaucoup moins petits bras que vous. Mais vous avez voulez... voté contre à Je l'Assemblée. vais terminer si vous vous avez voulez bien. voté contre, madame. Nous avons voté contre simplement l'augmentation du SMIC parce que nous avions un amendement qui était bien meilleur dans la mesure où nous voulons sûr. voter l'augmentation de Vous avez 10% contre jusqu'à... vous Je vais avez terminer voté si vous voulez bien. contre l'ISF. Je vais terminer. On a voté contre votre ISF parce que le nôtre nous paraissait mieux, madame. Excusez-moi, mais sûr. il faut quand même expliquer aux Français. Vous, avec votre ISF, les Français qui ont une résidence principale à partir de 400 000 € auraient été taxés de Mais cette il y avait ISF. d'autres Ça nous paraît pas du propositions de la tout cohérent. NUPES, il n'y Et avait nous, pas nous que voulons celle des écologistes. évidemment pas un ISF sur Vous la avez sur la voté contre. propriété immobilière notamment, mais sur la spéculation. On a deux visions qui sont très différentes. Sinon, je serais chez vous, je serais à la Vous NUPES. protégez Voilà. effectivement les intérêts des plus riches. Mais oui, en parce que effet. vous pensez que quand on a une maison de Vous 400 avez- 000 €, on est vraiment très Mais vous riche, mais avez vous êtes raison. tellement déconnecté, ma pauvre dame. Et c'est en fait, c'est les Alors, classes moyennes. Peut-être vous C'est les pourriez, classes moyennes. vous pourriez modérer Alors, votre langage, parce oui. que franchement, C'est vrai, je c'est suis pas de ce confuse, niveau-là. je suis confuse. Oui, Bon. franchement. Mais je Bon. viens de vous le dire, je suis Alors, confuse. Très bien. que vous entendez ce débat, que dites-vous à Renaissance? écoutez, Cela dit, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a été élu, disons clairement les choses. Il Grâce a à été madame. élu Mais oui. par- Mais bien grâce. sûr, mais je le Mais oui, revendique. grâce à J'ai madame. voté Mais Emmanuel Macron vous avez pour voté ne pas Emmanuel que le Macron. Rassemblement Voilà. national puisse siéger Ouais. à l'Assemblée nationale. Mais nous- Bah, c'est Et pour dommage, que parce que- qu'il n'y ait Bon. pas de président de la République. Bon. mais Je bien vais, sûr. je vais essayer Rien- d'être rapide. rien Il y a ne deux nous- choses. Il rien faut ne pas, nous- il faut pas confondre. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, ça a été un duel entre un candidat centre droit, Emmanuel Macron, et une candidate d'extrême droite. Et bien entendu, nous savons que nous avons bénéficié au second tour de l'élection présidentielle de reports de voix venant de la droite républicaine, ce qu'il en restait. Il en restait plus beaucoup, mais il en restait, et du centre-gauche et de la gauche. Nous le savons, bien entendu. Par contre, ce qui s'est passé, Ah, ça vous a arrangé. Quand même. Enfin, pardon, au deuxième tour d'une élection. Il reste plus que deux candidats. Moi, j'ai été élu lors de ma législative contre un candidat du Rassemblement national. Je sais qu'il y a une partie des électeurs de la gauche classique qui ont voté pour moi au second tour. D'ailleurs, pas nécessairement forcément des gens plus de l'extrême gauche, et j'en reviens au point de lundi. Ce qu'on a vu lundi, c'est en réalité qu'il y a une jonction entre l'extrême gauche, la France insoumise, et l'extrême droite, le Rassemblement national. Est-ce qu'il y a une dans les possibilité de gouvernement commun? je finis juste, monsieur Bourdin, parce que ce qui s'est passé lundi, c'est très grave. On a vu, d'une part, une mélenchonisation du Rassemblement national et une lepénisation de la NUPES. Et ça, c'est très grave, parce que je pense que les électeurs écologistes, les électeurs socialistes, les électeurs même communistes ne veulent pas ça et ne s'attendaient pas à ça. Et qu'il y a, depuis quelques jours, beaucoup de gens qui se sentent de gauche et qui n'acceptent pas ce qui s'est passé lundi, c'est-à-dire le coup de force de Jean-Luc Mélenchon, qui a fait accepter à la NUPES les voix du Rassemblement national et qui ensuite, le soir, s'est empressé de dire « nous ». Mais c'est qui le « nous » ? Le « nous », c'est eux et c'est l'extrême droite. Et ça, nous le dénonçons et il faut maintenant de la clarté. Mais enfin, tout de même, vos éléments de langage sont bien rodés. C'est pas ces éléments de langage, c'est ce qui s'est passé lundi. Mais quand le Rassemblement national vote avec vous contre l'augmentation du SMIC, est-ce que vous dites la même chose? C'est une mauvaise mesure, ma chère collègue. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Attendez. Je vous pose la question. En même Quand le temps, Rassemblement Madame national Arrigui. vote avec vous dans l'Assemblée nationale et ça s'est produit à nos Mais nous ne revendiquons pas les voix de l'extrême droite. C'est ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, nous non plus. On voit la grande différence entre eux et nous. Vous êtes dogmatiques. Nous, il n'y a que l'intérêt des Français qui, évidemment, nous qui ne nous revendiquons pas anime. vos voix Nous à ne sommes aucun pas moment donné. dogmatiques. Allez, il est 11h16, première pause et nous allons oublier maintenant les jeux politiques et nous allons attaquer ce qu'a dit hier le président de la République et notamment, tiens, il a dit il n'y aura pas d'indexation automatique des salaires sur l'inflation. On va y revenir, puis on va parler de la réforme des retraites, évidemment. Il est 11h16 minutes. Vous êtes sur Sud Radio et si vous voulez réagir, 0826 300 300. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, je voudrais que nous revenions sur l'intervention du président de la République. Je ne vais pas vous demander ce que vous en avez pensé parce que je connais les réactions déjà. Je les écris même si vous voulez, tous les trois. Donc, j'oublie vos réactions. On pourrait vous surprendre. Non ?
Je crois pas. Non, bon. Ça, franchement, je crois pas. Bon, mais je voudrais être concret. Il a refusé toute indexation automatique des salaires sur l'inflation. A-t-il eu raison ou tort? Qui veut commencer? Madame Arilly. Alors, il a tort, puisque, en effet, aujourd'hui, nous avons 10 millions de pauvres en France. Nous avons un coût de l'énergie qui explose, nous avons en plus de l'inflation et des situations de précarité qui ne font que s'aggraver. Donc vous êtes favorable à l'indexation automatique des salaires sur l'inflation? Je suis favorable à l'indexation automatique des salaires sur l'inflation. La question après à se poser, c'est pourquoi y a-t-il de l'inflation dans le contexte actuel? Et ça, c'est encore un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet, même s'il y en a moins en France qu'ailleurs en Europe. Hein. Les chiffres sont confirmés ici ou là. Hein. Disons clairement les choses. Hein. Je ne sais pas défendre Emmanuel Macron que de dire ça, c'est la réalité. Bon, il y a peut-être des raisons, mais ça, on ne va pas entrer dans les raisons. Je vous repose la question. Oui. Alors, dans la majorité, que dit-on? Écoutez, c'est pas possible. La réaction de notre collègue écologiste est intéressante parce qu'elle montre que les écologistes français n'ont toujours pas compris comment fonctionne l'économie de marché et comment fonctionnent des entreprises. Moi, je viens d'une circonscription plutôt rurale. Il y a beaucoup d'entreprises de taille moyenne, beaucoup de PME, beaucoup de TPE. Je rencontre toutes les semaines des chefs d'entreprise qui me disent, certains me disent, je peux augmenter mes employés et je le fais avec plaisir. Mais la vérité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui nous disent, j'aimerais bien pouvoir les augmenter, mais je ne peux pas. Et c'est bien ce qu'a expliqué hier le président de la République, c'est qu'on n'est pas dans une économie administrée qui d'ailleurs a toujours envoyé à des désastres. Nous sommes dans une économie de marché qui est régulée et les chefs d'entreprise doivent d'abord faire tourner leur entreprise et garantir l'équilibre de leur entreprise. Si l'État décide que tous les salaires de toutes les entreprises privées augmentent automatiquement suivant l'inflation, on va encourager l'inflation, et de l'autre côté, on va fragiliser beaucoup d'entreprises. Donc les entreprises qui peuvent augmenter doivent le faire, et celles qui ne peuvent pas le faire doivent faire au mieux. Bien sûr, c'est ce que Total a fait spontanément. Mais moi, je pense d'abord aux milliers de patrons de PME, de TPE, qui ont des marges serrées et qui chaque matin se lèvent pour faire tourner leur boîte. Alors là, Total, on a beaucoup parlé de Total, à juste raison ou pas, je ne sais pas, je n'entre pas dans le débat, mais ici, dites-vous bien que nous protégeons d'abord les PME et les TPE. Hein, c'est compliqué pour elle. Alors, Laure Lavalette, c'est la raison pour laquelle on peut pas. Est-ce qu'il faut indexer automatiquement les salaires sur l'inflation? Évidemment que non. Et pour le coup, mon collègue l'a dit, les entreprises ne le supporteraient pas. Et c'est toute l'idée de la mesure dont j'ai évoqué tout à l'heure de Marine Le Pen, qui était d'augmenter tous les salaires dans l'entreprise de 10% jusqu'à 3 fois le SMIC, et que cette augmentation de salaire n'ait pas de charge, que les charges soient prises pour le coup en compte. Mais ça, c'est les heures supplémentaires qui ne sont pas chargées. Non, rien à voir, parce que un salaire ou des heures supplémentaires, quand vous allez voir votre banquier, par exemple, si vous voulez emprunter, louer ou acheter une maison, c'est très différent. Ce qu'il faut, c'est que structurellement, nous arrivions à faire augmenter les salaires. C'était une mesure qui était donnant-donnant. L'entreprise, du coup, n'avait pas de surcoût et le salarié était augmenté de 10%. Donc ça nous automatiquement imposé par l'État. Pas imposé, c'est de l'incitation, mais dans la mesure où l'entreprise a tout à y gagner, il n'y a pas de raison que je pense que quand l'entreprise, il n'y a pas de raison qu'elle ne le fasse pas. Laure Lavalette, mais quand l'entreprise a les moyens d'augmenter ses salariés, j'imagine qu'elle le fait. Non, mais c'est pris en charge. Les 10% sont pris en charge. Il n'y a pas je veux dire, ça ne coûte rien à l'entreprise, si vous voulez. Donc, c'est quand même une grande mesure. Et puis, nous, on demande une grande conférence des salaires. Il faut que le travail paye. Il faut que la valeur soit partagée. Je regrette d'ailleurs que vous n'ayez pas voté notre amendement sur taxation des super profits, par exemple. C'est quand même dommage. Aucun de vos amendements. Je pense qu'écoutez, vos électeurs nos électeurs nous en on voit bien qu'on a pas effectivement, on a deux projets qui sont très différents. Mais cette idée d'indexer sur l'inflation mettrait les entreprises à genoux. Bien, sur ce sujet, 70% des gens, madame, sont pour la préférence nationale. Alors, nous allons passer à autre chose sur ce qu'a dit le président de la République hier soir, avant de parler d'immigration. Il a évidemment parlé aussi d'énergie. Alors, l'énergie, hausse des prix de 15% maximum pour les ménages. Était-ce la bonne solution ?
comme ça de contrôler, en quelque sorte, l'État intervient et limite la hausse des prix de l'énergie. Est-ce la bonne solution? Je recommence mon tour de table. Madame Arrigui. Donc, c'est une solution, en effet, dans le contexte... Vous soutenez cette idée ou pas? C'est une solution qui, effectivement, permet au niveau des plus précaires, c'est sur quoi nous voulons travailler, puisque l'écologie, c'est à la fois, effectivement, de l'environnement, mais on sait aussi que c'est du social, puisque grâce à des dispositifs en termes environnementaux, on protège les plus précaires, notamment par rapport à la sobriété, par rapport à l'isolation des logements. Et donc, dans la mesure où rien pour l'instant n'a été fait véritablement sur la question de l'isolation des logements, sur la question de la sobriété et de dispositifs en termes de chauffage qui soient plus performants, eh bien, effectivement, il faut encadrer les prix de l'énergie. Encadrer les prix de l'énergie, parce que ce sont les personnes les plus en difficulté qui vont subir de la façon la plus forte ces dispositifs d'énergie. Laure Lavalette. Non mais d'accord, encadrer, limiter à 15%. Mais ce qu'il faut déjà, c'est sortir du marché européen de l'économie. Les Espagnols, les Portugais l'ont fait. Leur électricité maintenant est 3 fois moins chère. Il faut aussi désindexer le prix de l'électricité sur le prix du gaz. Vous savez que Marine Le Pen, pour le coup aussi, dans sa campagne, avait, j'allais dire, des mesures structurelles sur le coût de l'énergie. Nous voulions baisser la TVA à 5,5 et passer de 20 à 5,5. Il faut des mesures pérennes. Mais là, on est en train de payer les choix, encore une fois, assez dogmatique de l'abandon du nucléaire qui a été sacrifié sur l'autel de l'écologie. C'est bien que vous soyez en face parce que finalement vous êtes les deux faces de la pièce qui a fait que nous ne sommes plus souverains. Ça nous coûte une fortune alors qu'on avait, je le rappelle, une énergie propre, décarbonée qui nous donnait de la souveraineté. Donc Emmanuel Macron a l'air de regarder ça. Pour moitié, ils ont fermé Fessenheim, on a réouvert Saint-Avold. Avec aujourd'hui, avec la sécheresse, on a abandonné Astrid. Des centrales nucléaires qu'on ne peut pas refroidir. Vous avez abandonné Astrid. Voilà, on voit bien que... Dans tous les cas, j'ai vu les projections sur les 20 ou 30 ans qui viennent. Nous utiliserons de moins en moins d'énergie fossile. Je l'ai vu dans tous les pays du monde. Je ne parle pas de la France, je parle du monde. Parce qu'effectivement, il y a le nucléaire et il y a le développement des renouvelables. Bon... et que dit-on alors déjà, dans la majorité? Non, mais sur le gaz et l'électricité, c'est des produits de première nécessité. Donc une TVA à 5,5, ce serait parfait. Non, mais je vais vous répondre sur ça. Non, mais je vais vous répondre sur l'histoire de la TVA. Quand même dire que le dispositif qui existe depuis 1 an, puisque c'est à l'automne 2021 qu'on a bloqué les prix sur l'électricité et le gaz, 3% de hausse seulement, que ce dispositif fonctionne, il marche. Et c'est ça qui a notamment évité que nous ayons une explosion de l'inflation en France. On a toujours, réglementés. Hein. Oui, mais enfin, les augmentations, si l'État n'était pas intervenu, les augmentations, elles auraient été de 50, 60, 70%, voire 100%. Ça aurait été insoutenable. Le président de la République a dit pour une grande majorité. En fait, la réalité, c'est 68%. Oui, mais ça aurait été énorme. C'est-à-dire, ça a été 3%. L'année prochaine, comme ça a été annoncé déjà depuis plusieurs semaines, ça va être 15% seulement. Ce qui reste une hausse, bien sûr, importante, qui est importante. Mais si l'État n'intervenait plus, ce serait des hausses, là encore, de plusieurs dizaines de pourcents, ce qui serait insoutenable pour les Français. Donc ça, on va continuer, et c'est quand même une clé importante du fait qu'on contient bien l'inflation dans notre pays. Sur l'idée qui est avancée par le Rassemblement national depuis un an de baisser la TVA. Mais ce dispositif-là, il est très aléatoire et il est beaucoup moins puissant que le blocage des prix que nous faisons depuis 1 an. Il est beaucoup moins. Mais on peut pas faire. Mais je suis désolé. Là, pour le coup, c'est ce qui nous sépare. Nous sommes du côté du sérieux budgétaire, du sérieux économique. On peut pas faire. Milliards de dettes sérieux budgétaires. Excusez-moi, je mets tous les amendements. Enfin bon, on va pas rentrer là-dedans parce que les amendements que vous proposez depuis 3 semaines, c'est des milliards et des milliards d'euros d'aggravation du budget de l'État. Mais on peut pas faire une baisse de TVA pérenne sur ces produits-là, parce que une baisse de TVA, ce qu'on est sûr, c'est que c'est une perte de recettes importante pour l'État. C'est beaucoup plus aléatoire que tout ça revienne vraiment aux consommateurs. Vous seriez favorable à une TVA à 5,5 ? Moi, en tout cas, ce que je constate, c'est qu'à chaque fois que nous avons proposé des mesures pour conditionner, par exemple, les aides aux entreprises, 156 milliards d'aides aux entreprises à des engagements sociaux et environnementaux, on nous a expliqué à chaque fois que nous étions pour une économie réglementée. Mais je constate que aujourd'hui, décroissante.
décroissante, ça c'est certain, en tout cas de sobriété, ça c'est sûr. Mais je constate qu'aujourd'hui, au bout du compte, finalement, face à la situation, le gouvernement est conduit à prendre des mesures que l'on approuve parce qu'elles permettent de protéger les plus précaires et les entreprises et les PME, en effet. Et donc, finalement, on pourra peut-être s'entendre sur, lorsque nous reparlerons des aides aux entreprises, lorsque nous reparlerons du crédit impôt recherche, à la conditionnalité des aides pour les entreprises dans un dispositif qui permet effectivement d'aller vers de la sobriété et d'aller vers des conditions sociales et environnementales. Bien, il est 11h30, nouvelle pause et on se retrouve. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. 11h33, parlons de la réforme des retraites. Alors Emmanuel Macron, hier soir, a repris cette réforme, a affirmé qu'elle serait avancée, que le gouvernement allait y travailler. Il est ouvert à un report de l'âge légal à 64 ans contre un allongement de la durée de cotisation. Alors c'est simple, qu'a-t-il dit? Il a parlé donc de l'âge. De l'âge, c'est pas très compliqué puisqu'il a dit que c'était... Alors attendez, je reprends, il a défendu la réforme des retraites, entrée en vigueur en 2023, on devra décaler l'âge légal de départ de 4 mois par an. C'est pas compliqué, ça donnera 63 ans en 2025, 64 ans en 2028 et 65 ans en 2031. Mais le chef de l'État s'est dit ouvert à un report de l'âge de départ à 64 ans et non 65 ans, en contrepartie d'un allongement de la durée de cotisation. Qu'en pensez-vous? Alors, Madame Arrigui. Alors, ce que j'en pense, c'est que Emmanuel Macron a dit tout et son contraire par rapport à la question de la réforme de la retraite. Il a dit d'abord qu'il ne ferait pas de réforme de la retraite, c'était le précédent mandat. Ensuite, il a dit qu'il ferait une réforme de la retraite avec repoussant l'âge, sans prendre en compte les critères de pénibilité à telle enseigne qu'il s'est même mis à dos la CFDT sur ce sujet. Et puis maintenant, il nous dit que finalement, 64 ans et des critères de pénibilité qui montrent que le modèle qu'il avait construit dans un précédent mandat, finalement, ne tenait pas la route. Donc aujourd'hui, on attend de voir ce qui va être proposé. On attend de voir à quel véhicule législatif il va adosser cette réforme de la retraite. Et on va lui poser la question de mais pourquoi veut-il faire une réforme de la retraite? Parce que le vrai sujet en réalité c'est celui-là et c'est la question que nous lui poserons. Qu'est-ce qui motive son entêtement à vouloir faire une réforme de la retraite quand effectivement aujourd'hui rien ne l'oblige à cela? Et donc ça, c'est vraiment une question qui mérite d'être posée. Bruxelles, on le sait, il répond à un diktat, il faudra lui poser la question. À un diktat européen, une espèce de chantage où on lui a dit il faut passer la retraite avant l'été 2023, sinon vous n'aurez pas l'argent du plan de relance. On le sait, mais bien sûr qu'on le sait. Non, mais évidemment, que les réponses ne soient données par ceux qui vont faire la réforme. Oui, on peut réfléchir aussi, ça permet de trouver aussi des solutions, de voir ce qui s'est passé. A priori, on y arrive assez bien. On le sait quand même que Emmanuel Macron, même en matière énergétique, on aurait pu en parler tout à l'heure aussi, il est quand même bien sous la coupe bruxelloise qui nous empêche, nous, un patriotisme économique. Ce qui est sûr, c'est que c'est un choix beaucoup plus comptable qu'un choix de société. Les Français ne veulent pas de cette retraite. Ils sont opposés, et effectivement, le Rassemblement National aussi, on est opposés, on la combattra tout le temps. Là, vous allez vous retrouver dans la rue, non? Avec la NUPES, non? Pas dans la même rue, en tout cas. Pas dans la même rue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai pas voté pour celui qui veut la mettre à 64 ans, madame. Vous voterez une même motion de censure si jamais le gouvernement utilise le 49.3 pour la réforme des retraites. Nous verrons. Vous êtes en train de tendre votre invité, non. Ça va pas du tout. Non, pas du tout. Non, je dis ça. Non, mais vous dites ça, mais ça n'est que votre responsabilité. On a compris. En tout cas, elle est probablement c'est pour m'amuser inutile, que je dis ça. C'est pour m'amuser. Bon, vous êtes d'accord dans tous les cas sur l'inutilité de cette réforme. Même le corps est d'accord. Alors, le corps. Alors attention, parce que je suis allé voir sur le corps. Emmanuel Macron, hier soir, a évoqué un besoin de financement futur de 10 à 12 milliards pour justifier la nécessité donc de cette réforme des retraites. Alors, dernier rapport du corps, le fameux corps, le Conseil d'orientation des retraites, le système de retraite français va connaître un excédent en 2022, cette année, connaît un excédent de 3 milliards. Exactement. Mais le solde global des régimes de retraite va se dégrader sensiblement dès l'année prochaine. Le trou anticipé par le corps pourrait atteindre entre 7 milliards et demi et 10 milliards d'euros en 2027. Donc en 2027, il manquera entre 7 milliards et demi et 10 milliards d'euros. Et 12 milliards et demi, entre 12 milliards et demi et 20 milliards en 2032. Voilà.
ce que dit, bah oui. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est équilibré, même on gagne un peu, mais ensuite on va perdre. Donc il faut réformer peut-être si on perd, non ? Ce qui est sûr, c'est Alors, qu'il faut... attendez, d'abord je voudrais le député de la majorité qui pourrait s'exprimer un peu. Il soutient son propre projet. Oui. Ah oui, non, mais moi je le soutiens. La réforme des retraites, de toute façon, c'est toujours impopulaire. Je ne connais pas un pays, je ne connais pas une époque où il y a eu un pouvoir, un gouvernement qui a dit on va faire une réforme des retraites. Et vous avez majoritairement la population. Ça a été ramené à 60 ans. On ne gouverne pas en sachant si c'est populaire ou impopulaire. Mais c'est bien. On gouverne. Est-ce qu'il y a une exigence, oui ou non? Mais c'est bien mon point. Donc on sait que de toute façon, c'est un sujet qui est compliqué, qui est impopulaire. Moi, j'ai fait une campagne des législatives. Bon, il est peut-être impopulaire, alors pourquoi le faites-vous? Parce qu'il y a une exigence? Bien sûr. Mais parce que nous sommes responsables et que nous sommes courageux. Et que le président de la République a été courageux de dire clairement aux Français ce qu'il ferait sur les retraites lors de l'élection présidentielle. Ça aurait été plus simple pour lui de dire alors là, on va pas en parler, puis on verra ensuite. Mais je voudrais qu'on soit concret. Nous avons été clairs. Pourquoi est-ce qu'on fait cette réforme des retraites? On vit plus longtemps. C'est une chance. C'est une chance, l'espérance de vie. On a retrouvé une espérance de vie. On vit plus longtemps. D'avant Covid. On vit plus longtemps. Il faut financer le fait que nous vivons plus longtemps en bonne santé. Oui. Donc il faut travailler un peu plus. Nous avons ensuite un problème structurel en France par rapport à nos voisins européens. C'est que au global, la France travaille moins que les principaux partenaires européens. On arrive plus tard sur le marché du travail. Mais la productivité est meilleure. Oui, mais on arrive. Et donc ? Mais ça ne résout pas tout. On arrive trop tard sur le marché du travail et on part trop tôt. Pourquoi ? Parce que l'âge légal de départ à la retraite est trop bas. On sait ce qui se passe dans les entreprises. Ce qu'a rappelé hier d'ailleurs le président de la République, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font les plans de carrière bien sûr projetés sur l'âge légal. C'est à 62 ans. Et donc à partir du milieu de la cinquantaine, vous avez beaucoup d'entreprises qui petit à petit commencent à se séparer des plus anciens. Parce qu'ils coûtent trop cher. Et ce qu'on voit dans toutes les réformes des retraites qui ont été faites ailleurs en Europe, c'est si on décale un petit peu l'âge légal, on va faire travailler plus longtemps un certain nombre de personnes qui peuvent encore seniors et qui veulent. Non mais ne nous caricaturez pas. On va pas faire la caricature, à le 80 propos du président. Je termine juste parce qu'on parle bien sûr de l'âge qui est un point important pour financer, protéger nos systèmes de retraite. Mais dans cette réforme, on va aussi améliorer les droits des Français. On va renforcer le régime de la pénibilité pour les métiers difficiles et meilleure prise en compte des carrières longues parce que cette réforme doit être une réforme qui apporte plus de justice à ceux qui ont eu des métiers pénibles et à ceux qui ont commencé tôt. Je termine sur le fait que madame dise c'est pas clair. Effectivement, il y a un certain nombre de paramètres qu'on ne nous connaissons pas encore totalement. Pourquoi ? Discussion avec les partenaires sociaux avant la fin de l'année. Le ministre du Travail est en train de négocier avec les syndicats et si le gouvernement maintenant disait bon voilà, ça c'est la réforme, vous la prenez, vous serez les premiers, d'ailleurs à juste titre, à vous dire regardez, il méprise le dialogue social. Donc il y a dialogue social. Bien, alors maintenant le Rassemblement national. La retraite. La retraite. Je voulais simplement quand vous dites les Français vivent plus longtemps. Voilà, je suis sur un site de la République française. Les Français vivent plus longtemps, mais leur espérance de vie en bonne santé reste stable. Donc ça pose aussi une vraie question. Est-ce qu'on va travailler plus longtemps et en moins bonne santé ? Il disait hier, Emmanuel Macron, j'ouvre les guillemets, plus on recule l'âge de la retraite, plus le taux d'emploi des seniors est élevé. Mais où vit-il ? C'est quoi cette déconnexion ? Mais non, c'est pas vrai. Mais là, c'est pas vrai. Et on le sait bien, il y a un Français sur deux qui arrive à l'âge de la retraite et qui n'est plus en activité, qui est soit en maladie, soit au chômage. Et d'ailleurs, il suffirait de reprendre des vidéos d'Emmanuel Macron il y a encore peu de temps. Il explique très bien, c'était avant qu'il change d'avis. Mais il a expliqué pourquoi il a changé d'avis hier. Excusez-moi, mais les Français savent bien l'état dans lequel ils arrivent à la retraite. Et encore une fois, je pense que c'est un choix de société. Vous avez des choix comptables, on a un choix de société. On pense au Rassemblement national. Mais c'est important les comptes. Quand on a Madame commencé, Lavalette, c'est pas vous et vos 600 milliards M. Bourdin disait, les comptes, attendez, les comptes de la nation, on peut pas s'asseoir dessus et on peut partir alors, à la si retraite. on a commencé à travailler entre 17 et 20 ans, donc ça veut dire qu'on a commencé la plupart du temps dans des métiers pénibles, oui, effectivement. Et ici, on a 40 annuités pleines, parce qu'on fait souvent, on dit à Marine Le Pen, oui, la retraite à 60 ans, mais c'est avec 40 annuités pleines. Et après, on va maximum jusqu'à 62 ans. Parce que ça nous paraît être aussi un choix de société. L'homme n'est pas simplement... Attendez, vous êtes pour 60 ou 62, j'ai pas compris. Pour 60 si vous commencez à travailler entre 17 et 20 ans, et après progressivement jusqu'à 62 ans.
Ah bon, moi j'ai toujours compris que. Bon, ça fait longtemps que vous avez pas vu notre c'est programme. nouveau ça. Pas du tout. Non. C'était déjà J'ai pas toujours nouveau. compris que le ratio C'était Madame Le déjà Pen pas était pour la nouveau, retraite. président. Il y a eu une évolution. Ouais, Là, il y a quand même Emmanuel pas dit Macron. très fort. Pourquoi Mais est-ce en qu'il y a une politique, évolution ? heureusement, Parce que- vous vous reprochez souvent de changer d'avis, mais Je vais vous l'évolution, dire pourquoi. c'est formidable. Je vais vous Mais dire moi, je pourquoi trouve on que a c'est changé formidable qu'on d'avis. change Parce d'avis. qu'à la fin du quinquennat Macron, il y avait 600 milliards de dettes. Et donc évidemment, il vous échappe pas qu'il y a eu une crise. Oui, c'est à peu près Attendez, un tiers. si on a- C'est à peu près un tiers la C'est crise pas Covid vrai. sur. Mais bien pas sûr vrai. que si, ce sont vos choix politiques Mais qui ont c'est pas amené vrai. aussi Bon, à ce trou. Le vrai sujet, c'est le modèle de société dans lequel nous vivons. Et en réalité, c'est que vous voulez prolonger l'âge de la retraite parce que vous voulez continuer à produire du PIB, à bien sûr. produire de la valeur Bien sûr. dans une société. Vous voulez produire, vous voulez moins produire. Bien sûr. Alors Moi, que je veux nous l'équilibre. Vous alors voulez que nous produire ou moins produire alors que nous Moi, je voudrions veux la sobriété. qu'on produise C'est et qu'on puisse partir à la tout le retraite. modèle de société que nous voulons. Que vous ne souhaitez pas, tout simplement. Mais parce que vous êtes alors, libéral il y a mondialiste, un on mot, a je un termine autre, avec la une autre retraite façon parce de faire. que nous avons un invité important, vous allez comprendre. Je voudrais terminer sur les retraites. Emmanuel Macron dit s'il n'y a pas de réforme, les cotisations devraient augmenter de 400 € de plus par an en 2027. Il y a cette solution aussi d'augmenter les baisser les cotisations. pensions. Ou de baisser les pensions. Non, mais ni l'un ni l'autre, vous êtes d'accord? Oui, non, mais baisser les pensions, c'est On n'augmente pas les inaudible. cotisations, on ne baisse pas les pensions. Alors, on Mais c'est pas n'augmente notre pas les choix. cotisations, on ne baisse pas les pensions, parce que là, en l'occurrence, le président de la République nous sort des chiffres de son chapeau, le que, corps. en effet, nous Attendez, je n'avons vais pas vérifier. vérifié. Allez-y. Discutez, je vérifie pendant ce temps-là. En tout cas, on ne peut pas Pendant ce baisser temps-là. les pensions. il je veux dire, n'invente pas les vous avez vu, chiffres, le président. Enfin, pardon. Ah, il les interprète. On a un conseil Les d'orientation chiffres des du chômage, retraites par qui exemple. dit des choses quand même assez claires. Alors, Oui. donc, Bah, qu'est-ce quoi qu'il dit? Mais que le régime des retraites va être très rapidement en déficit. Et pas pour des pécadilles, mais on parle de milliards et de milliards d'euros. Enfin, au bout d'un moment, on doit être responsable. Nous Il est sommes le évident que gouvernement. si l'on travaille moins, on cotise Mais moins. bien sûr. Ça, c'est Non, mais évident, ça. Les deux Si l'on vecteurs travaille moins, on pour que cotise ça. moins. Eh ben, c'est même pour ça que le président de la République propose de nouveau l'exonération des heures supplémentaires. Quand on a des heures supplémentaires... Oui, on qui l'a ne voté sont- d'ailleurs cet été. D'accord, eh bien ça veut dire que On a des relevé le plafond. heures supplémentaires ne participent pas Oui. à l'alimentation du Mais il y budget a- de la sécurité mais sociale. il y a beaucoup Et de donc fois- par ce biais-là, par les primes, par les heures supplémentaires, vous donnez du pouvoir d'achat, mais en réalité vous le Il y reprenez a deux leviers. au budget Rapidement, de- Ouais, très au budget de la rapidement après, sécurité très sociale. vite. Très rapidement. Deux choses. Mais sur les heures supplémentaires et ce qu'on a appelé la prime Macron, bien sûr, nous, on assume le fait que c'est un outil qui est intéressant Ben, pour vous beaucoup vous de chefs revendiquez- d'entreprise et pour vous beaucoup de revendiquez salariés. du sérieux, Il y a vous n'êtes pas sérieux. dernière chose que je veux dire sur les retraites, parce que j'aurais dû le dire avant, mais qu'on ne dit jamais. On est à 62 ans en France. La plupart de nos partenaires européens sont à 65, 64, 65, voire plus. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être dans une union économique et monétaire et comment est-ce qu'on peut ne pas suivre le mouvement qu'ont pris d'autres pays. Que je sache, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Danemark ne sont pas des pays d'un ultralibéralisme débridé. Ces pays ont réussi à faire une réforme des retraites. Je pense qu'on est en capacité de la faire. Bien. Laure Lavalette. Simplement, on oublie quand même qu'il y a deux leviers qui font en sorte que notre modèle social soit viable. C'est quand même la natalité et le plein emploi. Je veux dire, c'est ça aussi qui fait que les retraites, le système des retraites fonctionne. Là encore, sur la natalité, Marine Le Pen avait des mesures On est les champions d'Europe. intéressantes. Avait des mesures intéressantes, un peu moins là. Depuis 2015, ça baisse. Ça baisse, on est qui était toujours quand même champion que d'Europe. le deuxième enfant soit une Avec part l'Irlande, fiscale je crois. pleine. Ça peut être évidemment une incitation à cette natalité avec des prêts pour les jeunes familles qui s'installent et sur le Bon, il plein faut emploi plus évidemment. d'immigrés pour plus de Et sur le plein natalité. emploi, mais ça Non, vous mais je m'invitez vous demain. Mais je fais exprès. Je reviens demain. Je reviens demain pour en Vous avez parler. raison, vous auriez pu le faire à ma place, puisque vous me l'enlevez de la bouche. Bon, d'accord. Non, mais je provoquais. Bon, allez. On en reparle demain si je reviens à la même heure si vous voulez. Il est 11h46. Vous êtes ici sur Sud Radio où chacun s'exprime, vous l'avez compris, librement. Allez, nous allons avoir en ligne dans un instant l'avocat du père de l'enfant de 6 ans qui a été agressé par un jeune garçon de 16 ans. Il était entendu au commissariat ce matin, il y a une demi-heure, et son avocat sera en direct avec nous dans un instant.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h49, petite parenthèse importante d'ailleurs dans ce débat politique. Nous sommes avec maître Jean-François Canis. Bonjour maître. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat d'Anis, le père de la petite fille agressée par un jeune mineur. Il est bien mineur ? Alors il y a beaucoup de questions qui se posent. Mon client me dit que physiquement il fait majeur, il est grand, relativement costaud, il a un peu de barbe et mon client a des doutes sur l'âge déclaré par ce jeune homme. Bien, dans tous les cas, il déclare qu'il a 16 ans, il est guinéen, il est en France depuis peu de temps et il était dans un foyer, il vit dans un foyer, aujourd'hui il est en garde à vue. Bien, maître Jean-François Canis, votre client, le père de l'enfant agressé, était devant les policiers il y a quelques minutes. Qu'a-t-il dit aux policiers ? Alors je suis tenu au secret professionnel, je ne peux pas vous parler de la garde à vue. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés, à savoir les violences qu'il a commises. Il dit simplement qu'il a perdu la raison et qu'il regrette aujourd'hui d'avoir agi ainsi, mais qu'il était dans un état second, qu'il n'avait quasiment pas dormi et que lorsqu'il s'est trouvé en présence de l'agresseur de sa fille, qui s'apprêtait à rentrer à nouveau chez lui, ce qui est important, et donc à peut-être commettre une nouvelle agression, il a totalement perdu son sang-froid. Il dit lui-même « j'ai perdu mon sang-froid ». Il dit « je n'étais plus moi-même, j'étais dans un état second ». J'étais dans un état second. Il a donc frappé, pas seul, hein, il a frappé cet homme, ou cet adolescent, nous verrons quel âge il a, il l'a frappé violemment. Il l'a frappé violemment, il le reconnaît. Il reconnaît qu'il l'a frappé, il n'était pas seul. Il était seul à frapper. Il était seul à frapper. Donc il reconnaît, il risque d'être évidemment condamné par la justice. Il l'admet ? Il l'admet totalement. Il estime que la justice doit passer. Il estime que la justice doit passer. Il veut simplement que l'on comprenne que c'est la position d'un père de famille dont la fille a été agressée. Et au moment où il rencontre à nouveau ce jeune homme qui s'apprête à nouveau à rentrer chez lui, ça fait 2 jours qu'il ne dort pas, que sa femme est profondément bouleversée, qu'elle ne fait que pleurer. Ils ont été obligés de quitter leur domicile, ou ils s'apprêtent à quitter leur domicile parce que sa femme ne supporte plus d'y résider. Et donc il est dans un état d'esprit qui n'est pas classique. Il est complètement bouleversé, et sa femme aussi. Bien. Et aujourd'hui, regrette-t-il son geste ? Aujourd'hui, il regrette. Il regrette. Bien, je vous prends pas plus de temps, hein, maître Jean-François Canis. J'imagine que vous avez autre chose à faire. Il est 11h52. Je voudrais des réactions. Vous avez entendu ? Alors, tout à l'heure, j'avais un policier qui nous disait les réactions des citoyens. Ce qui s'est passé à Nantes aussi, où vous avez des citoyens qui sont allés mener une enquête après la mort d'une jeune femme qui a été tuée dans la rue. Ils sont allés mener une enquête pour essayer de trouver les suspects. Ils ont mis sur les réseaux sociaux leur enquête. Ensuite, ils sont allés voir les passants qui étaient à la terrasse de café. Enfin bon, ils se sont substitués à la police. Et tout à l'heure, j'avais un responsable policier qui nous disait mais ces réactions-là n'aident pas la police. Surtout pas. Essayons de ne pas se faire justice soi-même. Même si dans le cas du père de cet enfant de 6 ans, on peut comprendre la réaction. Que voulez-vous dire ? Laure Lavalette, vous commencez ? Allez. Oui, plusieurs choses. C'est sûr que quand l'État ne protège pas suffisamment, et c'est a priori le sentiment qu'ont les Français, puisque 57% des Français, un sondage de la semaine dernière, père, là, vous savez, non mais ne protège plus, bien sûr. Au bout d'un moment, on a tendance à avoir envie, et c'est ce qu'il ne faut pas faire puisqu'on a une grande justice dans ce pays, de se protéger nous-mêmes. Excusez-moi, mais vous me posez la question à moi, je vais être obligée de vous redemander que faisait ce mineur sur notre sol. Il n'y a pas un jour qui passe sans que des exactions soient commises par des mineurs qui n'ont rien à faire, mineurs ou majeurs d'ailleurs, on n'arrive pas à savoir, ils sont mineurs. On saura, mais on saura trop tard, comme la petite Lola. En fait, on sait toujours trop tard. 3 semaines, hein. Moi, je vais en profiter, mon cher collègue, et je vous demande d'insister. Expulsons ces gens qui sont sur notre sol et qui n'ont rien à y faire. Ça remet aussi l'histoire des OQTF sur le tapis, parce que tout est quand même sujet. Bon, on n'est pas sur les OQTF, là, je vous demande moi, je simplement... pense que l'État... Vous comprenez
comprenez. Non, c'est les faits, madame, qui sont obsessionnels. Ce sont les faits. D'ailleurs, j'ai hâte de vous entendre, puisque chez vous, on a envie de moins de police et plus de cannabis. J'ai hâte que vous me disiez comment on va faire. Là, vous comprenez le geste du père. J'imagine bien. Et vous comprenez qu'il soit condamné. Qu'il n'aurait pas. Éventuellement. La justice va faire évidemment son travail. Après, la réaction du père, on peut l'imaginer. Non, mais évidemment. Mais vous comprenez qu'il accepte un jugement. Ouais, j'espère qu'il sera clément quand même, le jugement, parce que. Oui, mais vous acceptez la punition. Bien sûr, la justice va faire son travail. Après, encore une fois, ça montre quand même la faillite de l'État à nous protéger. Et ça, c'est la vraie question, elle est là. Alors bon, l'histoire est extrêmement douloureuse, donc évidemment, je souhaite pas vraiment la commenter. Et en plus, d'après ce que vient de dire l'avocat, je vous demande simplement de réagir aux propos de l'avocat. Ce que vient de dire l'avocat par rapport à la prise de conscience qu'a eu le père de son geste. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter à cette situation. La question aujourd'hui, c'est quand je vous entends sur l'État ne nous protège pas, mais la question c'est comment la police a été orientée depuis des années, et nous plaidons pour une police de proximité quand aujourd'hui nous n'avons qu'une police répressive, et ce ne sont pas uniquement des propos d'écologistes utopistes, mais ce sont aussi des propos de policiers qui font leur travail et qui souhaiteraient pouvoir intervenir en proximité comme cela a pu être fait. Et police de proximité, on est tous d'accord évidemment. Non, on n'est pas tous d'accord puisqu'elle a été supprimée, cette police de proximité. Donc vous êtes peut-être maintenant d'accord, mais en tout état de cause, je n'ai jamais été au pouvoir, ça ne vous a pas échappé, donc je n'ai pas supprimé la police de proximité. La question de la police de proximité joue un rôle extrêmement important, et il faut absolument que nous revenions sur ce dispositif qui permettait à la fois de comprendre, mais aussi de prévenir, et ensuite éventuellement de sanctionner, puisque évidemment. Et surtout expulsons les gens qui sont sur notre sol et qui n'ont rien à y faire. Non, mais là, ça n'est pas un Français. Excusez-moi, et vous savez très bien. Reprenez le livre. Je vous incite à lire le livre du préfet Lallemand qui explique bien qu'en Île-de-France, un délit sur deux est commis par un étranger qui n'a rien à faire sur notre sol. Vous savez, les Français ont des yeux pour voir et ils n'en peuvent plus. Mais d'ailleurs, Emmanuel Macron a fait une espèce de mea culpa hier. Ils ont juste votre propos obsessionnel. Que dites-vous dans la majorité sur cette affaire? Je pense qu'on a tous une forme de compassion ou de compréhension pour ce père de famille. On peut comprendre que quand on s'est fait violer son domicile, que sa fille visiblement a subi des attouchements ou une forme de viol. Oui, bien sûr. On peut comprendre qu'un père de famille pète les plombs, parce que c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'a expliqué l'avocat. Donc ça, je pense qu'on a tous une forme de compréhension. Dans le même temps, l'État doit aussi rappeler, et c'est ce que le procureur de la République a fait avant-hier, l'État doit rappeler qu'on est dans un état de droit, et quand dans un état de droit, on ne peut pas se faire justice soi-même, parce qu'on commence, et puis après, c'est quelque chose qu'on ne contrôle plus. Et d'ailleurs, ce qu'a dit ce monsieur par le biais de l'avocat il y a quelques minutes, montre que ce monsieur a compris. Voilà, et que honnêtement, moi, je reconnais vraiment la hauteur d'esprit de ce monsieur qui se dit a posteriori qu'il aurait pas dû faire ça. Voilà. Bien, merci à tous les trois d'être venus nous voir ce matin pour débattre sur l'antenne de Sud Radio. Vous savez que tous les jeudis, c'est notre jeudi politique. Nous allons parler des retraites encore, juste après, avec un grand spécialiste de la question des retraites. J'ai plein de questions à lui poser. Vous intervenez évidemment, 0826 300 300. Merci à vous, 11h58.